Après 10 ans de mariage et avoir financé ses rêves de restaurant, mon mari m'a interdit l'accès à l'inauguration de son établissement phare. Tu vas me mettre dans l'embarras, a-t-il dit. J'ai regardé de l'autre côté de la rue pendant que les célébrités arrivaient. Puis j'ai passé un coup de fil à l'homme mystérieux qui me devait une faveur. Bonjour, je m'appelle Agnès Mathieu, mais la plupart des gens m'appellent simplement Agnès. Avant de partager ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà tout donné pour le rêve de quelqu'un d'autre, pour finalement être traité comme si vous n'aviez aucune importance. Maintenant, voyons comment cela se déroule. Cela a commencé si différemment à l'époque. Nous étions de jeunes amoureux fauchés à l'université, partageant des nouilles instantanées et de grands rêves. Stéphane travaillait de nuit dans un restaurant, rentrant à la maison avec des brûlures au bras et des histoires de clients difficiles. Je jonglais entre 2 emplois, des services du matin dans un café et des missions de graphisme en freelance le soir depuis notre minuscule studio. Nous n'avions rien, sauf l'un l'autre et cette idée folle que Stéphane pourrait cuisiner son chemin vers quelque chose de plus grand. Un jour, nous construirons quelque chose d'incroyable ensemble, me chuchotait-il lors de ces longues nuits où l'épuisement rendait tout impossible. Toi et moi, Agnès. Nous leur montrerons ce qu'est la vraie cuisine. Je le croyais. Mon Dieu, comme je le croyais complètement. Quand les factures de l'école de cuisine de Stéphane se sont accumulées, j'ai contracté un prêt étudiant à mon nom. Quand il a eu besoin de couteaux prof quand son responsable des réseaux sociaux a démissionné, j'ai repris le compte Instagram. Tu es tellement doué pour ça, disait Stéphane en m'embrassant sur la joue alors que je travaillais tard dans la nuit sur ses supports promotionnels. Pourquoi paierais-je quelqu'un d'autre alors que je t'ai ? Chaque fois que je disais oui, je perdais un morceau de moi-même. Ma clientèle diminuait à mesure que je passais plus de temps sur les projets de Stéphane. Mon portfolio stagnait. Mon identité fusionnait lentement avec la sienne jusqu'à ce que je ne puisse plus dire où finissait Agnès la designer et où commençait Agnès l'épouse de restaurateur. Les changements chez Stéphane ont commencé subtilement, comme un poison à action lente. Le succès a une façon de remodeler les gens, et pas toujours pour le mieux. Au début, c'était de petites choses. Il a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Il a commencé à utiliser des mots comme « expérience culinaire élevée » et « art culinaire » au lieu de simplement parler de nourriture. Il a commencé à porter du parfum cher et se faisait coiffer dans un salon au lieu de me laisser lui couper les cheveux dans notre salle de bain. Mais le vrai changement est survenu lors des événements de l'industrie. Stéphane avait l'habitude de me présenter comme « ma femme Agnès », la brillante designer qui a créé toute notre identité visuelle. Puis c'est devenu « ma femme Agnès ». Puis, de plus en plus, je n'étais tout simplement plus présenté du tout. Tu mets les choses mal à l'aise avec les investisseurs, m'a-t-il expliqué un soir après un cocktail particulièrement inconfortable où j'avais passé 2 heures seul pendant qu'ils travaillaient. Ils veulent parler affaires, et quand tu es là, ils ont l'impression de devoir faire la conversation. Je peux parler affaires, ai-je protesté. J'ai fait partie de ça depuis le début. Tu n'es pas vraiment dans le métier, cependant, dit-il avec un rire qui ressemblait à un renvoi. C'est différent quand c'est ta vraie profession. Les mots m'ont piqué parce qu'ils n'étaient pas entièrement faux. Je n'étais pas chef, ni propriétaire de restaurant, ni critique gastronomique. J'étais juste la femme qui avait sacrifié sa propre carrière pour construire la sienne. J'ai commencé à me sentir comme du papier peint lors de ces événements. Toujours là, faisant partie du décor, mais jamais vraiment vu. Les membres du personnel qui travaillaient dans les restaurants depuis des mois semblaient parfois surpris d'apprendre que Stéphane était marié. Les blogueurs culinaires qu'il interviewait ne posaient jamais de questions sur sa vie personnelle. Je suis devenu invisible aux yeux de tous. Puis Grâce est entrée dans nos vies comme une tornade parfaitement habillée. Elle était tout ce que je n'étais pas, raffinée, connectée, professionnellement impeccable. L'épouse d'un des principaux investisseurs de Stéphane. Elle venait de lancer sa propre agence de relations publiques, spécialisée dans les marques d'hôtellerie-restauration. Elle avait des cheveux blonds platine qui ne semblaient jamais avoir un cheveu de travers, portait des vêtements de créateurs qui coûtaient probablement plus cher que notre hypothèque mensuelle, et parlait avec ce genre d'autorité confiante qui faisait que tout le monde dans la pièce se penchait pour l'écouter. Stéphane a un potentiel incroyable, m'a-t-elle dit lors d'un dîner, son sourire aussi tranchant qu'un couteau. Mais il a besoin du bon type de soutien pour vraiment percer au niveau supérieur. J'aurais dû le voir venir. Les réunions privées, ostensiblement sur la stratégie de marque. Les changements soudains dans la façon dont Stéphane s'habillait, parlait, même se tenait.
Les sessions de formation aux médias auxquelles je n'étais pas invité à assister. La façon dont il a commencé à parler de « nos » restaurants comme de « mon » concept au lieu de « nos » restaurants. Grace pense que je dois être plus intentionnel concernant mon image publique, m'a expliqué Stéphane lorsque j'ai remis en question sa nouvelle garde-robe coûteuse. Elle dit, les restaurateurs qui réussissent sont d'abord des personnalités, ensuite des chefs. Et ce que je pense, ai-je demandé. Il a marqué une pause, et dans cette pause, j'ai entendu ma réponse. Le pire, ce n'était pas les grands moments. C'étaient les petits. La façon dont il corrigeait mes histoires lors des dîners. La façon dont il détournait les conversations lorsque les gens posaient des questions sur notre partenariat. La façon dont il était devenu embarrassé par notre modeste maison, notre vieille voiture, la vie simple que nous avions construite ensemble. Tu dilus sa marque, m'a dit Grace directement lors d'un festival gastronomique, sa voix neutre comme si elle parlait de la météo. Stéphane doit plaire à une certaine catégorie de personnes, et avoir une femme qui ressemble à, eh bien, à la tante de banlieue de quelqu'un, ça envoie le mauvais message sur son niveau de sophistication. Je suis rentré chez moi et je me suis regardé dans le miroir pendant 1 heure cette nuit-là. Tante de banlieue. Est-ce ce que j'étais devenu? Quand avais-je cessé de me voir autrement que comme une extension des ambitions de Stéphane? Mais le coup de grâce est arrivé il y a 3 semaines, lorsque Stéphane a annoncé la grande ouverture de son établissement phare. Le restaurant qui allait asseoir sa réputation de force culinaire sérieuse. 5 ans de préparation, financés en partie par mon héritage, conçus à partir de concepts que j'avais aidé à développer, avec un personnel que j'avais interviewé et embauché. La liste des invités est incroyablement exclusive, a-t-il dit en faisant défiler son téléphone au petit déjeuner. Grâce à confirmer la présence de quelques grands influenceurs culinaires, de quelques célébrités locales et de plusieurs investisseurs qui pourraient financer notre expansion. À quelle heure dois-je être prête, ai-je demandé, planifiant déjà mentalement ce que j'allais porter. C'est alors qu'il m'a regardé avec quelque chose comme de la pitié dans les yeux. En fait, Agnès, je pense qu'il vaudrait mieux que tu restes à la maison pour celui-ci. La tasse de café m'a glissé des mains, se brisant contre le sol de la cuisine. Aucun de nous n'a bougé pour nettoyer. Je ne comprends pas, dis-je doucement. Écoute, c'est une soirée vraiment importante pour ma carrière. Grace a travaillé incroyablement dur pour faire venir les bonnes personnes, et... Il marqua une pause, cherchant des mots qui rendraient cela moins dévastateur. Tu vas me mettre dans l'embarras devant les vrais invités. Les vrais invités. Comme si je n'étais pas réel. Comme si 10 ans de mariage, de sacrifice, d'amour et de partenariat n'étaient pas assez réels pour me mériter une place à la table que j'avais aidé à construire. J'ai hoché la tête parce que je ne faisais pas confiance à ma voix. J'ai souri parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Mais cette nuit-là, alors que je regardais Stéphane répéter son discours d'ouverture devant le miroir, quelque chose de fondamental a changé en moi. La femme qui avait tout abandonné pour le rêve de quelqu'un d'autre avait disparu. Et la femme qui restait, elle avait des idées très différentes sur ce qui allait suivre. 3 jours se sont écoulés après les mots écrasants de Stéphane avant que je ne décroche mon téléphone. 3 jours à errer dans notre maison comme un fantôme, préparant des repas qui le remarquaient à peine, pliant du linge qui pendrait dans un placard appartenant à un homme qui me voyait comme une marchandise endommagée. 3 jours à fixer mon reflet et à me demander quand j'étais devenu quelqu'un d'aussi facilement jetable. Mais ce 4e soir, alors que Stéphane répétait son discours d'ouverture dans le salon, gesticulant avec grandeur devant une foule imaginaire pendant que j'étais assise, invisible, sur le canapé derrière lui, je me suis souvenu de Cooper. Cooper en lait n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un que j'avais sauvé, bien qu'il soutiendrait probablement que je l'avais sauvé plus qu'il ne m'avait jamais sauvé. Le souvenir est revenu en force alors que je regardais Stéphane se produire devant son public fantôme, complètement inconscient de ma présence. C'est arrivé il y a 5 ans, à l'époque où Stéphane dirigeait encore, Saveur d'ailleurs, son food truck de fusion coréenne-mexicaine qui se garait devant le lycée technique en semaine. J'étais là ce mardi après-midi, l'aidant à préparer le coup de feu du déjeuner, quand la camionnette des services d'hygiène s'est arrêtée. Le visage de Stéphane était devenu blanc comme un linge. Parfait timing, avait-il marmonné en s'essuyant les paumes moites sur son tablier. Juste ce dont nous avons besoin alors que nous sommes en retard sur le renouvellement des permis. L'inspecteur qui en est sorti était un homme grand et mince, aux cheveux grisonnants et portant des lunettes à monture métallique. Il se déplaçait avec la précision méticuleuse de quelqu'un qui prenait son travail au sérieux, un presse-papier serré contre sa poitrine, un stylo déjà débouchonné, une expression neutre mais concentrée.
Son badge indiquait « C'est Ranley, spécialiste en hygiène environnementale ». « Bonjour », avait-il dit à Stéphane. « Inspection de routine. Cela ne devrait pas prendre longtemps si tout est en ordre. » Stéphane avait hoché la tête nerveusement, le conduisant vers la fenêtre de service du camion. J'étais resté en retrait, rangeant les distributeurs de serviettes et essayant d'avoir l'air occupé pendant que Cooper, bien que je ne connaisse pas encore son nom, commençait son examen méthodique de l'installation de Stéphane. Tout s'était bien passé jusqu'à ce que Cooper ouvre le réfrigérateur. J'ai vu son visage changer. Le masque professionnel a glissé un instant, remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la détresse. Il s'est agrippé au bord du comptoir, ses jointures blanchissant. Sa respiration est devenue superficielle, rapide. « Monsieur » avait demandé Stéphane. « Tout va bien ?» Cooper a essayé de répondre, mais les mots sont sortis étranglés. Il a posé son presse-papier avec des mains tremblantes, a desserré sa cravate. Des perles de sueur sont apparues sur son front malgré le froid d'octobre. J'ai immédiatement reconnu les signes. Ma colocataire d'université souffrait de crises de panique, et j'avais appris à les repérer de l'autre bout d'une pièce. Pendant que Stéphane se tenait là, l'air confus et de plus en plus inquiet pour son inspection, je me suis avancé. Ai-je dit doucement à Cooper. Vous devez vous asseoir. Il m'a regardé avec des yeux hagards et absents. Je l'ai guidé vers la chaise en plastique que nous gardions derrière le camion, loin du petit groupe d'étudiants curieux qui avait commencé à se rassembler. Comment vous appelez-vous ? Ai-je demandé en m'accroupissant à côté de lui. Cooper, réussit-il à dire entre deux respirations haletantes. Je ne peux pas. Cooper, écoutez ma voix. Vous faites une crise de panique, mais vous êtes en sécurité. Sentez-vous la chaise sous vous ? J'ai gardé un ton calme, assuré. Concentrez-vous sur cette sensation. La chaise est solide. Vous êtes assis. Vous respirez. J'avais sorti mon téléphone sans qu'il s'en aperçoive, parcourant ses appels récents jusqu'à ce que j'en trouve un intitulé « Maison ». Jeanne, sa femme, a répondu à la deuxième sonnerie. Madame Ranley ? C'est Agnès. Je suis avec votre mari, Cooper. Il va bien, mais il fait une sorte de malaise. Nous sommes au niveau des food trucks du lycée technique. Oui, je reste avec lui. La respiration de Cooper a commencé à ralentir alors que je le guidais à travers de simples exercices d'ancrage que ma colocataire m'avait appris. Comptez 5 choses que vous pouvez voir, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 choses que vous pouvez entendre, 2 choses que vous pouvez sentir, 1 chose que vous pouvez goûter. Les étudiants. A-t-il murmuré après plusieurs minutes. Il regarde. Plus personne ne regarde, ai-je menti doucement. Stéphane avait réussi à disperser le petit groupe, bien qu'il continuait de jeter des regards inquiets. Concentrez-vous simplement sur le fait de surmonter ça. Jeanne est arrivée 20 minutes plus tard, une petite femme aux yeux bons et aux cheveux châtains grisonnants. Elle m'a remercié abondamment tout en aidant Cooper à monter dans leur voiture, promettant de l'emmener directement chez leur médecin de famille. Je ne sais pas comment vous remercier, avait dit Cooper avant de partir, la voix encore tremblante mais plus claire. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. N'importe qui aurait fait la même chose, avais-je répondu. Il avait secoué la tête lentement. Non, il ne l'aurait pas fait. La plupart des gens auraient appelé le SAMU et seraient partis. Vous êtes resté. Vous m'avez vu comme une personne, pas seulement comme un problème à résoudre. Stéphane n'a jamais terminé cette inspection. Cooper l'avait marqué comme incomplète et avait promis de revenir la semaine suivante, ce qu'il a fait, avec un certificat de conformité pour « saveur d'ailleurs » et une petite orchidée en pot pour moi. C'est Jeanne qui les cultive, avait-il expliqué, un peu embarrassé. Je voulais vous donner quelque chose, mais je n'étais pas sûr de ce qui serait approprié. À partir de ce jour, Cooper et moi avons entretenu ce qu'on ne pouvait décrire que comme une douce amitié. Rien d'inapproprié ni de compliqué. Juste 2 êtres humains qui s'étaient connectés lors d'un moment de vulnérabilité et avaient choisi d'honorer cette connexion. Chaque Noël, une carte arrivait dans notre boîte aux lettres, joyeuse fête de la part de Cooper et Jeanne Ranley. Toujours la même écriture, toujours signée de la même manière. Quand je lui ai envoyé une carte de félicitations après avoir appris sa promotion au poste d'inspecteur principal, il m'avait appelé pour me remercier personnellement. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi, avait-il commencé. Bien sûr que je me souviens de vous, l'avais-je interrompu. Comment pourrais-je oublier ?
Le tournant de notre amitié est survenu il y a 2 ans, lorsque la carte de Noël de Cooper est arrivée avec une écriture différente. L'écriture soignée de Jeanne avait été remplacée par la graphie plus tremblante de Cooper, et le message était plus court que d'habitude. Je l'avais appelé immédiatement. Jeanne a déménagé le mois dernier, avait-il admis après quelques douces insistances. 28 ans de mariage, et elle a dit qu'elle ne supportait plus mon anxiété. Elle a dit qu'elle avait l'impression de marcher sur des œufs, ne sachant jamais quand j'allais avoir une autre crise. Sans réfléchir, j'avais conduit jusqu'à son appartement ce week-end-là avec une boîte de cookies aux pépites de chocolat fait maison et une lettre manuscrite. La lettre n'était pas longue, mais j'y avais mis tout mon cœur. Cher Cooper, avais-je écrit, vous êtes tellement plus que vos pires moments. Vous êtes gentil, minutieux et dévoué à la sécurité des gens. Vous m'avez vu comme une personne digne d'être aidée lorsque vous êtes revenu terminer l'inspection de Stéphane, même si vous auriez pu facilement nous mettre en échec et passer à autre chose. Le départ de Jeanne ne dit rien de votre valeur en tant qu'être humain. Vous êtes plus que ce chagrin, bien plus. Votre amie, Agnès. Il m'avait appelé en pleurant après l'avoir lu. Pas des larmes de tristesse, mais de gratitude. Vous êtes l'inconnue la plus gentille que j'ai jamais rencontrée, avait-il dit au téléphone. Sauf que vous n'êtes plus vraiment une inconnue, n'est-ce pas? Maintenant, en regardant Stéphane répéter son discours de grande ouverture tout en ignorant ostensiblement mon existence, j'ai réalisé que Cooper pourrait être la seule personne qui comprenait vraiment l'art de la vengeance discrète. Je suis allé à la cuisine, assez loin pour que Stéphane ne m'entende pas, et j'ai composé le numéro de Cooper. Il a répondu à la 3e sonnerie. Agnès? C'est une surprise. Tout va bien? J'ai regardé par la fenêtre de notre cuisine le ciel qui s'assombrissait et j'ai senti quelque chose se mettre en place en moi. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais une calme certitude que je n'avais pas ressentie depuis des années. Cooper, j'ai besoin d'une faveur. La plus grande que je vous demanderai jamais. Il y eut une pause. En arrière-plan, j'entendais ce qui ressemblait à un journal télévisé. Quel genre de faveur? Alors je lui ai tout raconté. Pas les 10 ans de mariage, ni l'héritage perdu, ni la disparition progressive de mon identité. Ces détails ne compteraient pas pour lui. Au lieu de cela, je lui ai parlé du restaurant phare de Stéphane, de Grace et de son commentaire sur les « vrais invités », du fait d'être banni d'une soirée d'ouverture pour une entreprise que j'avais aidé à construire de mes propres mains et avec mon propre argent. Je n'ai pas pleuré en parlant. Je ne me sentais même pas particulièrement triste. J'ai juste exposé les faits, comme des ingrédients dans une recette, laissant Cooper comprendre exactement quel genre de plat j'espérais servir. Quand j'ai fini, le silence s'est étiré assez longtemps pour que je me demande si l'appel avait été coupé. Finalement, Cooper a parlé. Envoyez-moi la liste des fournitures pour le menu d'ouverture. Les informations des fournisseurs aussi, si vous les avez. Je m'occupe du reste. Cooper, je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit qui puisse compromettre votre travail. Agnès, interrompit-il doucement, je ne vais rien faire d'illégal ou de contraire à l'éthique. Je vais juste faire mon travail. Minutieusement. Légalement. Discrètement. La façon dont il a dit ces mots minutieusement, légalement, discrètement a envoyé un frisson de satisfaction le long de ma colonne vertébrale. C'est tout ce dont j'ai besoin, ai-je murmuré. 2 jours avant la grande ouverture de Stéphane, Cooper a visité l'établissement phare. Stéphane ne se souvenait probablement même plus de lui depuis l'époque du food truck, un inspecteur parmi des dizaines qu'il avait rencontrés au fil des ans. Mais Cooper se souvenait de moi. Et plus important encore, il se souvenait de ce que cela faisait d'être vu comme une personne digne d'être sauvée. Parfois, les faveurs les plus puissantes sont celles qui ne nécessitent d'enfreindre aucune règle. La robe grise était suspendue dans mon placard depuis 2 ans, jamais portée. Je l'avais achetée pour des funérailles, le service commémoratif du mentor de Stéphane, mais j'avais fini par porter du noir à la place. Ce soir, elle me semblait parfaite. Discrète, invisible. Exactement ce dont j'avais besoin pour me fondre dans les ombres du soir tout en regardant le grand final de mon mariage se dérouler de l'autre côté de la rue. Je me suis positionné au petit café juste en face de Convergence, le restaurant phare de Stéphane, avec son nom prétentieux que Grace avait suggéré. Le café restait ouvert tard le week-end, et le barista m'a à peine jeté un coup d'œil lorsque j'ai commandé un simple expresso et réclamé la table près de la fenêtre. De là, j'avais une vue imprenable sur l'entrée du tapis rouge,
Les photographes rassemblés et le flot continu d'invités arrivant dans des voitures qui coûtaient plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. L'air du soir d'octobre portait le son d'une célébration orchestrée de l'autre côté de la rue vide. Des rires qui semblaient répétés, des conversations qui sonnaient comme des pièces de théâtre. Le genre de gaieté artificielle qui se produit lorsque toutes les personnes présentes poursuivent un objectif, construisent un réseau ou jouent un rôle. Stéphane est sorti des portes d'entrée du restaurant à 19h30 précise, resplendissant dans le costume bleu marine que Grace avait choisi pour lui. Même de loin, je pouvais voir comment il s'était transformé, posture plus droite, sourire plus large, geste plus ample que l'homme qui s'entraînait autrefois aux techniques de couteau dans notre minuscule cuisine d'appartement. Il était devenu le personnage que Grace avait écrit pour lui, le chef visionnaire, l'artiste culinaire, l'homme qui avait sa place parmi l'élite de la ville. Les photographes se déplaçaient comme dans une danse chorégraphiée, capturant sa descente des marches en pierre du restaurant. Les flashs créaient une lumière du jour momentanée, illuminant son visage d'une clarté artificielle tout en laissant la foule rassemblée dans une obscurité comparative. Il s'arrêta aux endroits désignés que Grace avait sans aucun doute marqués pour lui, tournant la tête selon des angles étudiés qui mettraient en valeur son meilleur profil. Puis Grace apparut à ses côtés, et mon souffle se coupa. Elle portait une superbe robe émeraude d'ONU qui coûtait probablement plus cher que mon budget d'épicerie mensuel. Ses cheveux platine étaient relevés en un chignon élégant qui mettait en valeur des boucles d'oreilles en diamant captant les flashs des appareils photo. Elle se déplaçait avec l'assurance fluide de quelqu'un qui appartenait à ce monde, pas de quelqu'un qui s'y était marié ou qui avait gravi les échelons à partir de food trucs et d'argent emprunté, mais de quelqu'un né pour se tenir sous les projecteurs et donner des phrases choc aux journalistes locaux du divertissement. De l'autre côté de la rue, je les ai regardés travailler la foule ensemble. Grace se penchait pour murmurer quelque chose à l'oreille de Stéphane. Il riait comme si elle avait dit quelque chose de brillant, puis s'approchait du groupe suivant d'invités importants avec une énergie renouvelée. Il ressemblait à une équipe, un couple puissant, le genre de partenariat qui faisait la une des magazines et des pages mondaines. J'ai réalisé, avec une clarté qui m'a surprise, que je regardais Stéphane avec la femme qu'il voulait réellement à ses côtés. Célébrité locale, c'est ainsi que le blogueur culinaire avait décrit la liste des invités de ce soir. Mais j'ai reconnu plusieurs visages des réseaux sociaux de la ville, le critique gastronomique du quotidien, le photographe culinaire dont le compte Instagram comptait un demi-million d'abonnés, l'animateur de l'émission matinale locale qui faisait des reportages sur les restaurants le week-end. C'étaient les vrais invités de Stéphane, les personnes dont les opinions pouvaient faire ou défaire la réputation d'un restaurant avec une seule critique ou publication sur les réseaux sociaux. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Pendant un instant, mon cœur a bondi, pensant que Stéphane avait peut-être changé d'avis et me voulait là après tout. Au lieu de cela, c'était une photo de ma voisine montrant notre chat, Muffin, endormi dans un rayon de soleil du soir. « Je te tiens compagnie pendant que tu es sorti », disait le texto. « J'espère que tu passes une merveilleuse soirée. » J'ai failli rire de l'ironie. Même ma voisine supposait que j'étais à l'ouverture, probablement vêtu de ma plus belle tenue, me tenant fièrement aux côtés de mon mari à succès alors qu'il réalisait son plus grand rêve. La réalité, assise seule dans un café, portant une robe de deuil, regardant la scène de mort de mon mariage se dérouler à travers une fenêtre semblait trop surréaliste pour être expliquée. À travers les hautes fenêtres du restaurant, je pouvais voir la salle à manger se remplir d'invités élégamment vêtus. Le design intérieur était magnifique, éclairage chaleureux, murs en briques apparentes, œuvres d'art soigneusement sélectionnées que je reconnaissais de galeries que Grace avait mentionnées sur ses publications Instagram. Cela ressemblait exactement aux planches d'inspiration que j'avais créées il y a 3 ans, lorsque Stéphane avait commencé à planifier cet emplacement. Sauf que c'était raffiné et rehaussé par un designer professionnel dont le nom apparaîtrait réellement dans les supports promotionnels du restaurant. Après 10 ans de mariage et avoir financé ses rêves de restaurant, mon mari m'a interdit l'accès à l'inauguration de son établissement phare. « Tu vas me mettre dans l'embarras », a-t-il dit. J'ai regardé de l'autre côté de la rue pendant que les célébrités arrivaient. Puis j'ai passé un coup de fil à l'homme mystérieux qui me devait une faveur. « Bonjour, je m'appelle Agnès Mathieu, mais la plupart des gens m'appellent simplement Agnès. Avant de partager ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà tout donné pour le rêve de quelqu'un d'autre, pour finalement être traité comme si vous n'aviez aucune importance. Maintenant, voyons comment cela se déroule. Cela a commencé si différemment à l'époque. Nous étions de jeunes amoureux fauchés à l'université, partageant des nouilles instantanées et de grands rêves. Stéphane travaillait de nuit dans un restaurant, rentrant à la maison avec des brûlures au bras et des histoires de clients difficiles.
Je jonglais entre 2 emplois, des services du matin dans un café et des missions de graphisme en freelance le soir depuis notre minuscule studio. Nous n'avions rien, sauf l'un l'autre et cette idée folle que Stéphane pourrait cuisiner son chemin vers quelque chose de plus grand. Un jour, nous construirons quelque chose d'incroyable ensemble, me chuchotait-il lors de ces longues nuits où l'épuisement rendait tout impossible. Toi et moi, Agnès. Nous leur montrerons ce qu'est la vraie cuisine. Je le croyais. Mon Dieu, comme je le croyais complètement. Quand les factures de l'école de cuisine de Stéphane se sont accumulées, j'ai contracté un prêt étudiant à mon nom. Quand il a eu besoin de couteaux preuve quand son responsable des réseaux sociaux a démissionné, j'ai repris le compte Instagram. Tu es tellement doué pour ça, disait Stéphane en m'embrassant sur la joue alors que je travaillais tard dans la nuit sur ses supports promotionnels. Pourquoi paierais-je quelqu'un d'autre alors que je t'ai ? Chaque fois que je disais oui, je perdais un morceau de moi-même. Ma clientèle diminuait à mesure que je passais plus de temps sur les projets de Stéphane. Mon portfolio stagnait. Mon identité fusionnait lentement avec la sienne jusqu'à ce que je ne puisse plus dire où finissait Agnès la designer et où commençait Agnès l'épouse de restaurateur. Les changements chez Stéphane ont commencé subtilement, comme un poison à action lente. Le succès a une façon de remodeler les gens, et pas toujours pour le mieux. Au début, c'était de petites choses. Il a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Il a commencé à utiliser des mots comme « expérience culinaire élevée » et « art culinaire » au lieu de simplement parler de nourriture. Il a commencé à porter du parfum cher et se faisait coiffer dans un salon au lieu de me laisser lui couper les cheveux dans notre salle de bain. Mais le vrai changement est survenu lors des événements de l'industrie. Stéphane avait l'habitude de me présenter comme « ma femme Agnès », la brillante designer qui a créé toute notre identité visuelle. Puis c'est devenu « ma femme Agnès ». Puis, de plus en plus, je n'étais tout simplement plus présenté du tout. Tu mets les choses mal à l'aise avec les investisseurs, m'a-t-il expliqué un soir après un cocktail particulièrement inconfortable où j'avais passé 2 heures seul pendant qu'ils travaillaient. Ils veulent parler affaires, et quand tu es là, ils ont l'impression de devoir faire la conversation. Je peux parler affaires, ai-je protesté. J'ai fait partie de ça depuis le début. Tu n'es pas vraiment dans le métier, cependant, dit-il avec un rire qui ressemblait à un renvoi. C'est différent quand c'est ta vraie profession. Les mots m'ont piqué parce qu'ils n'étaient pas entièrement faux. Je n'étais pas chef, ni propriétaire de restaurant, ni critique gastronomique. J'étais juste la femme qui avait sacrifié sa propre carrière pour construire la sienne. J'ai commencé à me sentir comme du papier peint lors de ces événements. Toujours là, faisant partie du décor, mais jamais vraiment vu. Les membres du personnel qui travaillaient dans les restaurants depuis des mois semblaient parfois surpris d'apprendre que Stéphane était marié. Les blogueurs culinaires qu'il interviewait ne posaient jamais de questions sur sa vie personnelle. Je suis devenu invisible aux yeux de tous. Puis Grâce est entrée dans nos vies comme une tornade parfaitement habillée. Elle était tout ce que je n'étais pas, raffinée, connectée, professionnellement impeccable. L'épouse d'un des principaux investisseurs de Stéphane. Elle venait de lancer sa propre agence de relations publiques, spécialisée dans les marques d'hôtellerie-restauration. Elle avait des cheveux blonds platine qui ne semblaient jamais avoir un cheveu de travers, portait des vêtements de créateurs qui coûtaient probablement plus cher que notre hypothèque mensuelle, et parlait avec ce genre d'autorité confiante qui faisait que tout le monde dans la pièce se penchait pour l'écouter. Stéphane a un potentiel incroyable, m'a-t-elle dit lors d'un dîner, son sourire aussi tranchant qu'un couteau. Mais il a besoin du bon type de soutien pour vraiment percer au niveau supérieur. J'aurais dû le voir venir. Les réunions privées, ostensiblement sur la stratégie de marque. Les changements soudains dans la façon dont Stéphane s'habillait, parlait, même se tenait. Les sessions de formation aux médias auxquelles je n'étais pas invité à assister. La façon dont il a commencé à parler de « nos » restaurants comme de « mon » concept au lieu de « nos » restaurants. Grâce pense que je dois être plus intentionnel concernant mon image publique, m'a expliqué Stéphane lorsque j'ai remis en question sa nouvelle garde-robe coûteuse. Elle dit, les restaurateurs qui réussissent sont d'abord des personnalités, ensuite des chefs. Et ce que je pense, ai-je demandé. Il a marqué une pause, et dans cette pause, j'ai entendu ma réponse. Le pire, ce n'était pas les grands moments. C'étaient les petits. La façon dont il corrigeait mes histoires lors des dîners. La façon dont il détournait les conversations lorsque les gens posaient des questions sur notre partenariat. La façon dont il était devenu embarrassé par notre modeste maison, notre vieille voiture, la vie simple que nous avions construite ensemble. Tu dilues sa marque,
m'a dit Grace directement lors d'un festival gastronomique, sa voix neutre comme si elle parlait de la météo. Stéphane doit plaire à une certaine catégorie de personnes, et avoir une femme qui ressemble à la tante de banlieue de quelqu'un, ça envoie le mauvais message sur son niveau de sophistication. Je suis rentré chez moi et je me suis regardé dans le miroir pendant 1 heure cette nuit-là. Tante de banlieue. Est-ce ce que j'étais devenu? Quand avais-je cessé de me voir autrement que comme une extension des ambitions de Stéphane? Mais le coup de grâce est arrivé il y a 3 semaines, lorsque Stéphane a annoncé la grande ouverture de son établissement phare. Le restaurant qui allait asseoir sa réputation de force culinaire sérieuse. 5 ans de préparation, financés en partie par mon héritage, conçus à partir de concepts que j'avais aidé à développer, avec un personnel que j'avais interviewé et embauché. La liste des invités est incroyablement exclusive, a-t-il dit en faisant défiler son téléphone au petit déjeuner. Grâce à confirmer la présence de quelques grands influenceurs culinaires, de quelques célébrités locales et de plusieurs investisseurs qui pourraient financer notre expansion. À quelle heure dois-je être prête, ai-je demandé, planifiant déjà mentalement ce que j'allais porter. C'est alors qu'il m'a regardé avec quelque chose comme de la pitié dans les yeux. En fait, Agnès, je pense qu'il vaudrait mieux que tu restes à la maison pour celui-ci. La tasse de café m'a glissé des mains, se brisant contre le sol de la cuisine. Aucun de nous n'a bougé pour nettoyer. Je ne comprends pas, dis-je doucement. Écoute, c'est une soirée vraiment importante pour ma carrière. Grâce à travailler incroyablement dur pour faire venir les bonnes personnes, et... Il marqua une pause, cherchant des mots qui rendraient cela moins dévastateur. Tu vas me mettre dans l'embarras devant les vrais invités. Les vrais invités. Comme si je n'étais pas réel. Comme si 10 ans de mariage, de sacrifice, d'amour et de partenariat n'étaient pas assez réels pour me mériter une place à la table que j'avais aidé à construire. J'ai hoché la tête parce que je ne faisais pas confiance à ma voix. J'ai souri parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Mais cette nuit-là, alors que je regardais Stéphane répéter son discours d'ouverture devant le miroir, quelque chose de fondamental a changé en moi. La femme qui avait tout abandonné pour le rêve de quelqu'un d'autre avait disparu. Et la femme qui restait, elle avait des idées très différentes sur ce qui allait suivre. 3 jours se sont écoulés après les mots écrasants de Stéphane avant que je ne décroche mon téléphone. 3 jours à errer dans notre maison comme un fantôme, préparant des repas qui le remarquaient à peine, pliant du linge qui pendrait dans un placard appartenant à un homme qui me voyait comme une marchandise endommagée. 3 jours à fixer mon reflet et à me demander quand j'étais devenu quelqu'un d'aussi facilement jetable. Mais ce 4e soir, alors que Stéphane répétait son discours d'ouverture dans le salon, gesticulant avec grandeur devant une foule imaginaire pendant que j'étais assise, invisible, sur le canapé derrière lui, je me suis souvenu de Cooper. Cooper en lait n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un que j'avais sauvé, bien qu'il soutiendrait probablement que je l'avais sauvé plus qu'il ne m'avait jamais sauvé. Le souvenir est revenu en force alors que je regardais Stéphane se produire devant son public fantôme, complètement inconscient de ma présence. C'est arrivé il y a 5 ans, à l'époque où Stéphane dirigeait encore, Saveur d'ailleurs, son food truck de fusion coréenne-mexicaine qui se garait devant le lycée technique en semaine. J'étais là ce mardi après-midi, l'aidant à préparer le coup de feu du déjeuner, quand la camionnette des services d'hygiène s'est arrêtée. Le visage de Stéphane était devenu blanc comme un linge. Parfait timing, avait-il marmonné en s'essuyant les paumes moites sur son tablier. Juste ce dont nous avons besoin alors que nous sommes en retard sur le renouvellement des permis. L'inspecteur qui en est sorti était un homme grand et mince, aux cheveux grisonnants et portant des lunettes à monture métallique. Il se déplaçait avec la précision méticuleuse de quelqu'un qui prenait son travail au sérieux, un presse-papier serré contre sa poitrine, un stylo déjà débouchonné, une expression neutre mais concentrée. Son badge indiquait, c'est en lait, spécialiste en hygiène environnementale. Bonjour, avait-il dit à Stéphane. Inspection de routine. Cela ne devrait pas prendre longtemps si tout est en ordre. Stéphane avait hoché la tête nerveusement, le conduisant vers la fenêtre de service du camion. J'étais resté en retrait, rangeant les distributeurs de serviettes et essayant d'avoir l'air occupé pendant que Cooper, bien que je ne connaisse pas encore son nom, commençait son examen méthodique de l'installation de Stéphane. Tout s'était bien passé jusqu'à ce que Cooper ouvre le réfrigérateur. J'ai vu son visage changer. Le masque professionnel a glissé un instant, remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la détresse. Il s'est agrippé au bord du comptoir, ses jointures blanchissant. Sa respiration est devenue superficielle, rapide. Monsieur, avait demandé Stéphane.
Tout va bien? Cooper a essayé de répondre, mais les mots sont sortis étranglés. Il a posé son presse-papier avec des mains tremblantes, a desserré sa cravate. Des perles de sueur sont apparues sur son front malgré le froid d'octobre. J'ai immédiatement reconnu les signes. Ma colocataire d'université souffrait de crises de panique, et j'avais appris à les repérer de l'autre bout d'une pièce. Pendant que Stéphane se tenait là, l'air confus et de plus en plus inquiet pour son inspection, je me suis avancé. Ai-je dit doucement à Cooper. Vous devez vous asseoir. Il m'a regardé avec des yeux hagards et absents. Je l'ai guidé vers la chaise en plastique que nous gardions derrière le camion, loin du petit groupe d'étudiants curieux qui avait commencé à se rassembler. Comment vous appelez-vous? Ai-je demandé en m'accroupissant à côté de lui. Cooper, réussit-il à dire entre deux respirations haletantes. Je ne peux pas. Cooper, écoutez ma voix. Vous faites une crise de panique, mais vous êtes en sécurité. Sentez-vous la chaise sous vous? J'ai gardé un ton calme, assuré. Concentrez-vous sur cette sensation. La chaise est solide. Vous êtes assis. Vous respirez. J'avais sorti mon téléphone sans qu'il s'en aperçoive, parcourant ses appels récents jusqu'à ce que j'en trouve un intitulé « Maison ». Jeanne, sa femme, a répondu à la deuxième sonnerie. Madame en lait? C'est Agnès. Je suis avec votre mari, Cooper. Il va bien, mais il fait une sorte de malaise. Nous sommes au niveau des food trucks du lycée technique. Oui, je reste avec lui. La respiration de Cooper a commencé à ralentir alors que je le guidais à travers de simples exercices d'ancrage que ma colocataire m'avait appris. Comptez 5 choses que vous pouvez voir, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 choses que vous pouvez entendre, 2 choses que vous pouvez sentir, 1 chose que vous pouvez goûter. Les étudiants. A-t-il murmuré après plusieurs minutes. Il regarde. Plus personne ne regarde, ai-je menti doucement. Stéphane avait réussi à disperser le petit groupe, bien qu'il continuait de jeter des regards inquiets. Concentrez-vous simplement sur le fait de surmonter ça. Jeanne est arrivée 20 minutes plus tard, une petite femme aux yeux bons et aux cheveux châtains grisonnants. Elle m'a remercié abondamment tout en aidant Cooper à monter dans leur voiture, promettant de l'emmener directement chez leur médecin de famille. Je ne sais pas comment vous remercier, avait dit Cooper avant de partir, la voix encore tremblante mais plus claire. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. N'importe qui aurait fait la même chose, avais-je répondu. Il avait secoué la tête lentement. Non, il ne l'aurait pas fait. La plupart des gens auraient appelé le SAMU et seraient partis. Vous êtes resté. Vous m'avez vu comme une personne, pas seulement comme un problème à résoudre. Stéphane n'a jamais terminé cette inspection. Cooper l'avait marqué comme incomplète et avait promis de revenir la semaine suivante, ce qu'il a fait, avec un certificat de conformité pour « saveur d'ailleurs » et une petite orchidée en pot pour moi. C'est Jeanne qui les cultive, avait-il expliqué, un peu embarrassé. Je voulais vous donner quelque chose, mais je n'étais pas sûr de ce qui serait approprié. À partir de ce jour, Cooper et moi avons entretenu ce qu'on ne pouvait décrire que comme une douce amitié. Rien d'inapproprié ni de compliqué. Juste 2 êtres humains qui s'étaient connectés lors d'un moment de vulnérabilité et avaient choisi d'honorer cette connexion. Chaque Noël, une carte arrivait dans notre boîte aux lettres, joyeuse fête de la part de Cooper et Jeanne en lait. Toujours la même écriture, toujours signée de la même manière. Quand je lui ai envoyé une carte de félicitations après avoir appris sa promotion au poste d'inspecteur principal, il m'avait appelé pour me remercier personnellement. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi, avait-il commencé. Bien sûr que je me souviens de vous, l'avais-je interrompu. Comment pourrais-je oublier? Le tournant de notre amitié est survenu il y a 2 ans, lorsque la carte de Noël de Cooper est arrivée avec une écriture différente. L'écriture soignée de Jeanne avait été remplacée par la graphie plus tremblante de Cooper, et le message était plus court que d'habitude. Je l'avais appelé immédiatement. Jeanne a déménagé le mois dernier, avait-il admis après quelques douces insistances. 28 ans de mariage, et elle a dit qu'elle ne supportait plus mon anxiété. Elle a dit qu'elle avait l'impression de marcher sur des œufs, ne sachant jamais quand j'allais avoir une autre crise. Sans réfléchir, j'avais conduit jusqu'à son appartement ce week-end-là avec une boîte de cookies aux pépites de chocolat fait maison et une lettre manuscrite. La lettre n'était pas longue, mais j'y avais mis tout mon cœur. Cher Cooper, avais-je écrit, vous êtes tellement plus que vos pires moments. Vous êtes gentil, minutieux et dévoué à la sécurité des gens.
Vous m'avez vu comme une personne digne d'être aidée lorsque vous êtes revenu terminer l'inspection de Stéphane, même si vous auriez pu facilement nous mettre en échec et passer à autre chose. Le départ de Jeanne ne dit rien de votre valeur en tant qu'être humain. Vous êtes plus que ce chagrin, bien plus. Votre amie, Agnès. Il m'avait appelé en pleurant après l'avoir lu. Pas des larmes de tristesse, mais de gratitude. Vous êtes l'inconnue la plus gentille que j'ai jamais rencontrée, avait-il dit au téléphone. Sauf que vous n'êtes plus vraiment une inconnue, n'est-ce pas? Maintenant, en regardant Stéphane répéter son discours de grande ouverture tout en ignorant ostensiblement mon existence, j'ai réalisé que Cooper pourrait être la seule personne qui comprenait vraiment l'art de la vengeance discrète. Je suis allé à la cuisine, assez loin pour que Stéphane ne m'entende pas, et j'ai composé le numéro de Cooper. Il a répondu à la 3e sonnerie. Agnès? C'est une surprise. Tout va bien? J'ai regardé par la fenêtre de notre cuisine le ciel qui s'assombrissait et j'ai senti quelque chose se mettre en place en moi. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais une calme certitude que je n'avais pas ressentie depuis des années. Cooper, j'ai besoin d'une faveur. La plus grande que je vous demanderai jamais. Il y eut une pause. En arrière-plan, j'entendais ce qui ressemblait à un journal télévisé. Quel genre de faveur? Alors je lui ai tout raconté. Pas les 10 ans de mariage, ni l'héritage perdu, ni la disparition progressive de mon identité. Ces détails ne compteraient pas pour lui. Au lieu de cela, je lui ai parlé du restaurant phare de Stéphane, de Grace et de son commentaire sur les « vrais invités », du fait d'être banni d'une soirée d'ouverture pour une entreprise que j'avais aidé à construire de mes propres mains et avec mon propre argent. Je n'ai pas pleuré en parlant. Je ne me sentais même pas particulièrement triste. J'ai juste exposé les faits, comme des ingrédients dans une recette, laissant Cooper comprendre exactement quel genre de plat j'espérais servir. Quand j'ai fini, le silence s'est étiré assez longtemps pour que je me demande si l'appel avait été coupé. Finalement, Cooper a parlé. Envoyez-moi la liste des fournitures pour le menu d'ouverture. Les informations des fournisseurs aussi, si vous les avez. Je m'occupe du reste. Cooper, je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit qui puisse compromettre votre travail. Agnès, interrompit-il doucement, je ne vais rien faire d'illégal ou de contraire à l'éthique. Je vais juste faire mon travail. Minutieusement. Légalement. Discrètement. La façon dont il a dit ces mots minutieusement, légalement, discrètement a envoyé un frisson de satisfaction le long de ma colonne vertébrale. C'est tout ce dont j'ai besoin, ai-je murmuré. 2 jours avant la grande ouverture de Stéphane, Cooper a visité l'établissement phare. Stéphane ne se souvenait probablement même plus de lui depuis l'époque du food truck, un inspecteur parmi des dizaines qu'il avait rencontrés au fil des ans. Mais Cooper se souvenait de moi. Et plus important encore, il se souvenait de ce que cela faisait d'être vu comme une personne digne d'être sauvée. Parfois, les faveurs les plus puissantes sont celles qui ne nécessitent d'enfreindre aucune règle. La robe grise était suspendue dans mon placard depuis 2 ans, jamais portée. Je l'avais achetée pour des funérailles, le service commémoratif du mentor de Stéphane, mais j'avais fini par porter du noir à la place. Ce soir, elle me semblait parfaite. Discrète, invisible. Exactement ce dont j'avais besoin pour me fondre dans les ombres du soir tout en regardant le grand final de mon mariage se dérouler de l'autre côté de la rue. Je me suis positionné au petit café juste en face de Convergence, le restaurant phare de Stéphane, avec son nom prétentieux que Grace avait suggéré. Le café restait ouvert tard le week-end, et le barista m'a à peine jeté un coup d'œil lorsque j'ai commandé un simple expresso et réclamé la table près de la fenêtre. De là, j'avais une vue imprenable sur l'entrée du tapis rouge, les photographes rassemblés et le flot continu d'invités arrivant dans des voitures qui coûtaient plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. L'air du soir d'octobre portait le son d'une célébration orchestrée de l'autre côté de la rue vide. Des rires qui semblaient répétés, des conversations qui sonnaient comme des pièces de théâtre. Le genre de gaieté artificielle qui se produit lorsque toutes les personnes présentes poursuivent un objectif, construisent un réseau ou jouent un rôle. Stéphane est sorti des portes d'entrée du restaurant à 19h30 précise, resplendissant dans le costume bleu marine que Grace avait choisi pour lui. Même de loin, je pouvais voir comment il s'était transformé, posture plus droite, sourire plus large, geste plus ample que l'homme qui s'entraînait autrefois aux techniques de couteau dans notre minuscule cuisine d'appartement. Il était devenu le personnage que Grace avait écrit pour lui, le chef visionnaire, l'artiste culinaire, l'homme qui avait sa place parmi l'élite de la ville. Les photographes se déplaçaient comme dans une danse chorégraphiée,
capturant sa descente des marches en pierre du restaurant. Les flashs créaient une lumière du jour momentanée, illuminant son visage d'une clarté artificielle tout en laissant la foule rassemblée dans une obscurité comparative. Il s'arrêta aux endroits désignés que Grace avait sans aucun doute marqués pour lui, tournant la tête selon des angles étudiés qui mettraient en valeur son meilleur profil. Puis Grace apparut à ses côtés, et mon souffle se coupa. Elle portait une superbe robe émeraude d'ONU qui coûtait probablement plus cher que mon budget d'épicerie mensuel. Ses cheveux platines étaient relevés en un chignon élégant qui mettait en valeur des boucles d'oreilles en diamant captant les flashs des appareils photo. Elle se déplaçait avec l'assurance fluide de quelqu'un qui appartenait à ce monde, pas de quelqu'un qui s'y était marié ou qui avait gravi les échelons à partir de food trucs et d'argent emprunté, mais de quelqu'un né pour se tenir sous les projecteurs et donner des phrases choc aux journalistes locaux du divertissement. De l'autre côté de la rue, je les ai regardés travailler la foule ensemble. Grace se penchait pour murmurer quelque chose à l'oreille de Stéphane. Il riait comme si elle avait dit quelque chose de brillant, puis s'approchait du groupe suivant d'invités importants avec une énergie renouvelée. Il ressemblait à une équipe, un couple puissant, le genre de partenariat qui faisait la une des magazines et des pages mondaines. J'ai réalisé, avec une clarté qui m'a surprise, que je regardais Stéphane avec la femme qu'il voulait réellement à ses côtés. Célébrité locale, c'est ainsi que le blogueur culinaire avait décrit la liste des invités de ce soir. Mais j'ai reconnu plusieurs visages des réseaux sociaux de la ville, le critique gastronomique du quotidien, le photographe culinaire dont le compte Instagram comptait un demi-million d'abonnés, l'animateur de l'émission matinale locale qui faisait des reportages sur les restaurants le week-end. C'étaient les vrais invités de Stéphane, les personnes dont les opinions pouvaient faire ou défaire la réputation d'un restaurant avec une seule critique ou publication sur les réseaux sociaux. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Pendant un instant, mon cœur a bondi, pensant que Stéphane avait peut-être changé d'avis et me voulait là après tout. Au lieu de cela, c'était une photo de ma voisine montrant notre chat, Muffin, endormi dans un rayon de soleil du soir. « Je te tiens compagnie pendant que tu es sorti », disait le texto. « J'espère que tu passes une merveilleuse soirée. » J'ai failli rire de l'ironie. Même ma voisine supposait que j'étais à l'ouverture, probablement vêtu de ma plus belle tenue, me tenant fièrement aux côtés de mon mari à succès alors qu'il réalisait son plus grand rêve. La réalité, assise seule dans un café, portant une robe de deuil, regardant la scène de mort de mon mariage se dérouler à travers une fenêtre semblait trop surréaliste pour être expliquée. À travers les hautes fenêtres du restaurant, je pouvais voir la salle à manger se remplir d'invités élégamment vêtus. Le design intérieur était magnifique, éclairage chaleureux, murs en briques apparentes, œuvres d'art soigneusement sélectionnées que je reconnaissais de galeries que Grace avait mentionnées sur ses publications Instagram. Cela ressemblait exactement aux planches d'inspiration que j'avais créées il y a 3 ans, lorsque Stéphane avait commencé à planifier cet emplacement. Sauf que c'était raffiné et rehaussé par un designer professionnel dont le nom apparaîtrait réellement dans les supports promotionnels du restaurant. Les serveurs se déplaçaient dans l'espace avec une efficacité étudiée, portant des plateaux d'argent chargés des amuse-gueules signatures de Stéphane. Je pouvais presque goûter d'ici les mini-burgers de côte de bœuf épicés à la coréenne, une recette que Stéphane avait perfectionnée à l'époque de notre food truck, maintenant présentée sur des assiettes en porcelaine fine avec des garnitures de micro-pouces qui coûtaient probablement 5 € par portion. Une vague de nostalgie douce amère m'a envahi alors que je regardais les invités goûter les plats que j'avais aidé à développer. Les longues nuits dans notre cuisine à la maison, Stéphane expérimentant des combinaisons de saveurs pendant que je lui donnais mon avis et mes suggestions. L'excitation lorsqu'il réussissait une nouvelle technique ou perfectionnait une sauce. Les rêves que nous avions partagés du jour où les gens paieraient des prix élevés pour découvrir sa vision culinaire. Ces rêves se réalisaient ce soir, juste sans moi. À 20h15, Stéphane s'est avancé sur les marches avant du restaurant et a demandé l'attention. La foule s'est tue, se tournant vers lui avec l'attente polie de gens qui avaient assisté à des dizaines d'événements similaires. Il a commencé son discours préparé, remerciant les investisseurs pour leur confiance en sa vision, louant son équipe extraordinaire, pour leur dévouement et leur créativité, exprimant sa gratitude pour le soutien de la communauté culinaire. J'ai attendu mon nom. Une reconnaissance quelconque de la décennie que j'avais passée à construire ce moment à ses côtés. Même une mention générique du « soutien indéfectible de ma femme » aurait été quelque chose. Elle n'est jamais venue. Au lieu de cela, il a parlé de son parcours comme s'il s'agissait d'une expédition en solitaire. Sa vision, son sacrifice, sa détermination à apporter des saveurs authentiques à des palais exigeants. Grace se tenait derrière lui, hochant la tête aux moments opportuns, son sourire parfait et professionnel. Les applaudissements furent enthousiastes mais polis,
Le genre de réponse qui se produit lorsque les gens évaluent encore s'ils veulent être associés à ce dont ils sont témoins. C'était l'audition de Stéphane pour l'élite culinaire de la ville, et toutes les personnes présentes décidaient de lui attribuer ou non le rôle qu'il voulait jouer. Mon café avait refroidi, mais je continuais à le siroter quand même, ayant besoin de quelque chose à faire de mes mains pendant que je regardais cette performance élaborée. Quelques invités supplémentaires sont arrivés, en retard à la mode, y compris une femme que j'ai reconnue comme étant la rédactrice en chef gastronomique du magazine Lifestyle de la ville, quelqu'un dont la critique pouvait lancer un restaurant dans la stratosphère ou le condamner à l'obscurité. C'est alors que j'ai remarqué Cooper. Il était arrivé si discrètement que même moi, qui le cherchais spécifiquement, j'ai failli le manquer. Il portait son uniforme standard des services d'hygiène, pantalon kaki, chemise bleu clair, badge officiel bien visible. Il portait un presse-papier, des gants jetables et une petite glacière que je savais contenir du matériel de test et des récipients d'échantillons. Personne ne lui prêta attention. Les inspecteurs d'hygiène étaient un bruit de fond lors des événements de restauration, une bureaucratie nécessaire que les établissements prospères remarquaient à peine. Il a salué poliment l'hôtesse, a montré ses accréditations et a disparu dans la zone de la cuisine pendant que la fête continuait dans la salle à manger. Je me suis surprise à retenir mon souffle, bien que je ne puisse pas dire exactement ce que j'espérais. Cooper avait promis de faire son travail, minutieusement, légalement et discrètement. Il ne m'avait promis ni vengeance, ni justification, ni même justice. Juste qu'il inspecterait le restaurant phare de Stéphane avec la même attention méticuleuse qu'il portait à chaque établissement relevant de sa juridiction. La différence, c'est que cette fois, il avait une raison de regarder de plus près que d'habitude. Stéphane leva sa coupe de champagne vers la foule, sa voix portant clairement de l'autre côté de la rue alors qu'il proclamait, à Convergence, où des ingrédients exceptionnels rencontrent des techniques innovantes pour créer des expériences inoubliables. Les invités levèrent leur verre en réponse, le liquide doré captant l'éclairage chaleureux du restaurant. Les appareils photo crépitèrent à nouveau, capturant ce qui devait être le moment triomphal qui lancerait la carrière de Stéphane dans une nouvelle stratosphère. À l'intérieur de la cuisine, Cooper suivait méthodiquement les protocoles du service d'hygiène, vérifiant les températures, examinant les procédures de stockage, testant les échantillons avec l'efficacité discrète d'un homme qui comprenait que la sécurité alimentaire n'était pas négociable, quelle que soit l'importance des personnes qui mangeaient. Alors que les invités levaient leurs fourchettes pour goûter le premier plat du menu dégustation exclusive de Stéphane, Cooper s'éclaircit la gorge et s'avança dans la salle à manger. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait si nous l'avions chorégraphié nous-mêmes. La salle à manger tomba dans le silence, de cette manière particulière qui se produit lorsque 50 personnes réalisent simultanément que quelque chose a terriblement mal tourné. Cooper se tenait dans l'arche entre la cuisine et la salle à manger, son presse-papier tenu contre sa poitrine comme un bouclier, son expression professionnellement neutre malgré la bombe qu'il s'apprêtait à lâcher. « Mesdames et messieurs, dit-il, sa voix portant facilement dans l'espace soudainement silencieux, je suis Cooper en lait, du service d'hygiène environnementale. Je dois interrompre les festivités de ce soir. » La coupe de champagne de Stéphane se figea à mi-chemin de ses lèvres. Le sourire parfait de Grâce vacilla un instant avant de se remettre en place, bien que je puisse voir la confusion dans ses yeux même de l'autre côté de la rue. La blogueuse culinaire qui photographiait son amuse-bouche baissa lentement son téléphone. Cooper sortit de son dossier un rapport imprimé, l'entête officielle du service d'hygiène bien visible même de mon perchoir éloigné. Les résultats de laboratoire montrent la présence de conservateurs interdits dans votre caviar importé, annonça-t-il, sont-on neutres malgré l'impact dévastateur des mots. Plus précisément, des niveaux de benzoate de potassium qui dépassent les directives de l'ANS par un facteur de 3. Le hoquet collectif qui s'éleva des invités assemblés fut audible même à travers les fenêtres du café. J'ai vu les têtes se tourner les unes vers les autres, les sourcils se lever, les téléphones discrètement sortis des sacs à main et des poches. La fourchette de la rédactrice en chef du magazine Lifestyle tomba bruyamment contre son assiette. Mais Cooper n'avait pas fini. De plus, continua-t-il, consultant son presse-papier avec la précision méthodique de quelqu'un qui avait fait cela d'innombrables fois auparavant, vos registres de réfrigération indiquent des fluctuations de température irrégulières au cours des dernières 48 heures. Votre chambre froide a enregistré des températures de 8 degrés Celsius pendant une période cumulée de 6 heures hier après-midi. C'est un risque de contamination important pour le stockage de vos protéines. Le visage de Stéphane était passé de sa couleur naturelle à une nuance alarmante de rouge qui jurait avec son coûteux costume bleu marine. Il s'avança, sa formation médiatique prenant le dessus alors qu'il tentait de contrôler le récit. « Attendez un peu, dit-il, forçant un rire qui sonnait creux dans la pièce silencieuse.
Je suis sûr que ce n'est qu'une sorte de malentendu technique. Ces choses arrivent dans le secteur de la restauration, n'est-ce pas? Un petit cafouillage administratif, peut-être quelques problèmes de calibrage avec les thermomètres. Mais personne ne riait avec lui. L'animateur de l'émission matinale avait déjà repoussé son assiette. L'influenceuse Instagram filmait tout, son téléphone tenu discrètement au niveau de la table pendant qu'elle chuchotait des commentaires pour ses stories. Cooper resta impassible face à la tentative de charme de Stéphane. Monsieur, la sécurité alimentaire n'est pas une technicité. Ces infractions présentent des risques sanitaires réels pour vos clients. Il sortit à nouveau de son dossier un avis formel imprimé sur du papier à en-tête officielle du service d'hygiène. J'émets une suspension temporaire de votre licence de service alimentaire en attendant une réinspection complète et la correction de ces problèmes. Les mots frappèrent la pièce comme un coup physique. Grace s'avança, son instinct de relations publiques prenant finalement le dessus. Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement, dit-elle, sa voix conservant son ton poli malgré la crise qui se déroulait autour d'elle. Peut-être pourrions-nous en discuter en privé, loin des invités? L'expression de Cooper ne changea pas, madame, lorsque la santé publique est en jeu, il n'y a rien à discuter en privé. L'avis est effectif immédiatement. Stéphane tenta une dernière manœuvre désespérée. Écoutez, Cooper, puis-je vous appeler Cooper? Nous avons des gens très importants ici ce soir. Des critiques gastronomiques, des investisseurs, des médias. Nous pouvons sûrement gérer ça après l'événement? Je vous promets, dès lundi matin. Monsieur Perrin, interrompit Cooper, utilisant le nom de famille de Stéphane avec ce genre de distance formelle qui rendait clair qu'il ne s'agissait pas d'une négociation. Je me fiche que le président lui-même soit assis à la table 12. Quand je trouve des infractions à la sécurité alimentaire aussi graves, le service s'arrête immédiatement. Les flashs des appareils photo commencèrent alors, non pas la documentation festive que Grace avait orchestrée, mais le cliquetis dur et urgent de journalistes flairant une histoire. La blogueuse culinaire tapait furieusement sur son téléphone. Quelqu'un près du fond de la salle passait déjà des appels discrets, probablement à des rédacteurs en chef ou des producteurs qui voudraient connaître ce développement. J'ai regardé le visage de Stéphane passer par une série d'émotions comme une machine à sous casser, confusion, colère, humiliation, désespoir. C'était censé être son couronnement, la nuit qu'il établirait comme un acteur sérieux sur la scène culinaire de la ville. Au lieu de cela devenait une exécution publique de sa réputation. Je pense qu'il y a eu une sorte d'erreur, dit Stéphane, sa voix s'élevant légèrement alors que la panique commençait à l'emporter sur sa formation médiatique. Nous nous approvisionnons auprès de fournisseurs de premier choix. Notre caviar provient d'un distributeur européen renommé. Il n'y a aucune chance. Les résultats de laboratoire sont concluants, dit Cooper en brandissant à nouveau le rapport. Votre distributeur européen semble utiliser des conservateurs qui sont légaux dans certains pays mais interdits à l'importation ici. C'est plus courant que vous ne le pensez avec les ingrédients de luxe. Grace tapait frénétiquement sur son téléphone, essayant probablement de trouver comment gérer ce désastre. Mais dans la pièce, je pouvais voir les invités faire leurs propres calculs. La rédactrice en chef du magazine Lifestyle s'était déjà levée, son sac à main à la main. Le couple de célébrités locales se chuchotait des choses urgentes. C'est alors que l'exode commença. Vous savez quoi, dit l'animateur de l'émission matinale, sa voix portant clairement dans la pièce, je ne risque pas mon estomac pour une publication Instagram. J'ai une émission à enregistrer demain. Sa déclaration sembla rompre le sortilège qui maintenait les autres invités figés sur place. Les chaises commencèrent à racler contre le sol alors que les gens se levaient. Les serviettes tombaient sur les assiettes. Le murmure discret d'excuses polies emplit l'air. Je n'arrive pas à croire que j'ai raté chez nous pour ça, entendis-je un homme marmonner à son compagnon alors qu'il se dirigeait vers la sortie. Stéphane se tenait au milieu de la pièce qui se vidait, comme un capitaine regardant son navire couler, les bras ballants et inutiles. Grace était toujours au téléphone, essayant probablement de faire jouer ses relations ou de gérer les dégâts, mais même elle semblait comprendre que cet incendie particulier était au-delà de toute extinction. Le personnel du restaurant regardait, impuissant, leur grande ouverture se transformait en un cauchemar de relations publiques. Les serveurs se tenaient avec des assiettes intactes dans leurs mains, ne sachant s'ils devaient continuer à servir ou commencer à débarrasser les tables. Le sommelier s'était arrêté à mi-chemin, une bouteille de vin cher figée au-dessus d'un verre abandonné. Cooper afficha méthodiquement l'avis du service d'hygiène sur la vitrine, où tout le monde pouvait le voir. Un papier jaune vif qui aurait aussi bien pu être une lettre écarlate.
Les photographes capturèrent également ce moment, le saut officiel bien visible sur leur cliché. En 20 minutes, le restaurant était presque vide, à l'exception du personnel, de quelques retardataires qui semblaient ne pas savoir s'ils étaient autorisés à partir, et de Stéphane, debout dans les décombres de ses rêves. Au moment où j'ai fini mon café froid et que je suis rentré chez moi, l'histoire apparaissait déjà sur les réseaux sociaux. Inauguration phare fermé pour infraction à la sécurité alimentaire, titrait le blogueur culinaire sur Instagram. Catastrophe au caviar lors des débuts du chef célèbre, était le titre sur le site web de l'émission matinale. Je n'avais pas besoin de partager l'histoire moi-même, tout le monde le faisait pour moi. Mon téléphone a commencé à sonner à 23h30 ce soir-là, la sonnerie de Stéphane déchirant le silence de notre maison. J'étais alors dans mon bain, un verre de vin en équilibre sur le rebord de la baignoire, regardant les informations locales rediffuser les images du désastre de la soirée. Je l'ai laissé sonner sur la messagerie vocale. Le deuxième appel est arrivé 5 minutes plus tard, puis un troisième. À chaque fois, j'ai simplement tendu la main et refusé l'appel, regardant l'écran de mon téléphone s'allumer avec son nom avant de s'éteindre à nouveau. Le journal de 23 heures ouvrait sur l'histoire. Une ouverture de restaurant très attendue transformée en cauchemar de sécurité alimentaire ce soir, a déclaré le présentateur, tandis que des images vidéo de Cooper affichant l'avis du service d'hygiène défilaient derrière lui. Des sources indiquent qu'un tuyau aux autorités sanitaires a conduit à l'inspection surprise qui a interrompu l'événement. J'ai souri à ce détail. Le mystérieux tuyau qui avait conduit à l'inspection parfaitement synchronisée de Cooper. Ce n'était pas techniquement vrai, mais cela faisait une meilleure histoire que la réalité d'une vieille amitié et d'une faveur discrètement demandée. Je me suis versé un autre verre de vin et je me suis enfoncé plus profondément dans l'eau chaude, ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la satisfaction d'être exactement là où je devais être, exactement quand j'avais besoin d'y être. Même si cet endroit était seul dans ma baignoire, regardant les rêves de mon mari s'effondrer aux informations du soir. Les appels ont commencé à 6h30 le vendredi matin, moins de 48 heures après que l'avis jaune de Cooper eût été affiché sur la vitrine de « Convergence ». Je préparais du café lorsque le téléphone de Stéphane a sonné pour la 8e fois en 10 minutes, chaque appel durant juste assez longtemps pour que quelqu'un annonce de mauvaises nouvelles avant de raccrocher. Mark Steinberg vient de retirer son investissement, a dit Stéphane après avoir mis fin au dernier appel, la voix vide alors qu'il fixait l'écran de son téléphone. 200 000 € envolés. J'ai versé mon café lentement, sans rien dire. Mark avait été l'un des premiers à croire en Stéphane, un homme d'affaires local qui avait vu du potentiel dans le concept du food truck et avait aidé à financer le premier emplacement en dur. Son retrait n'était pas seulement financier, c'était un vote de défiance qui allait se répercuter dans la communauté des investisseurs. Il n'est pas le seul, a continué Stéphane en faisant défiler ses appels manqués. Jennifer Chen veut un remboursement de la totalité de sa participation, elle dit que le cabinet d'avocats de son mari ne peut pas être associé à des infractions à la sécurité alimentaire. Et David Moreau. Il marqua une pause, son visage pâlissant. David menace de poursuivre pour fausses déclarations, il prétend que je l'ai induit en erreur sur nos relations avec les fournisseurs. J'ai regardé l'empire de Stéphane commencer son effondrement avec la fascination détachée de quelqu'un observant une démolition contrôlée. Chaque appel téléphonique était une autre charge explosive soigneusement placée pour faire tomber la structure qu'il avait construite sur de l'argent emprunté et des promesses gonflées. Les efforts de gestion de crise de grâce, qui avaient commencé par des appels téléphoniques frénétiques la nuit de la fermeture, s'avéraient inefficaces. Ces relations médiatiques soigneusement cultivées ne retournaient pas ces appels. Le magazine Lifestyle qui avait prévu un reportage sur « Convergence » avait soudainement des « contraintes d'espace ». Le producteur de TF1 qui avait exprimé son intérêt pour une éventuelle émission sur l'ascension de Stéphane, des food trucks à la haute gastronomie, est devenu injoignable. Personne ne veut nous toucher en ce moment, a admis Grace lors d'une conversation téléphonique tendue que je n'ai pu m'empêcher d'entendre. L'histoire a trop de résonance. Tous les blogs culinaires de la ville en parlent. Mes autres clients commencent à poser des questions sur leur association avec l'agence. Mardi, l'exode du personnel avait commencé. Marc Rodriguez, le chef cuisinier que Stéphane avait débauché d'un établissement respecté du centre-ville, a soumis sa démission par email à 7h du matin. Son message était formulé de manière professionnelle mais dévastateur dans ses implications, compte tenu des récents développements et des préoccupations concernant les protocoles de sécurité alimentaire, j'estime qu'il est dans mon meilleur intérêt de rechercher des opportunités ailleurs. Marc avait été le joyau de la couronne de Stéphane,
un chef de formation classique avec des références impeccables et une clientèle fidèle parmi les gastronomes sérieux. Son départ a envoyé un signal clair à la communauté culinaire que les problèmes de convergence étaient plus profonds qu'une simple citation du service d'hygiène. La sous-chef, Carmen Torres, a suivi Marc, mais pas avant de s'assurer que le milieu savait exactement pourquoi elle partait. Des captures d'écran de messages textes ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, montrant Stéphane ignorant les avertissements des fournisseurs concernant le distributeur de caviar européen. Le patron dit que le truc européen est bon, lisait-on dans un message que Carmen avait partagé dans un groupe privé de chefs sur Facebook. Marge bénéficiaire plus élevée, dit-il. Les clients ne verront pas la différence. Une autre capture d'écran montrait la réponse de Stéphane aux préoccupations de Carmen concernant les fluctuations de température de la chambre froide, c'est bon. Ajuste juste les registres si quelqu'un demande. Ces inspecteurs d'hygiène ne connaissent pas les opérations de restauration comme nous. Les messages brossaient le portrait d'un chef plus soucieux des marges bénéficiaires que de la sécurité alimentaire, quelqu'un prêt à rogner sur les coûts pour impressionner les investisseurs et maximiser les rendements. La communauté culinaire, qui valorisait la réputation par-dessus tout, a commencé à se distancier de Stéphane avec une efficacité impitoyable. En une semaine, 3 autres membres du personnel de cuisine avaient démissionné, suivis de 2 serveurs et du sommelier. Chaque départ était une nouvelle fissure dans les fondations, un autre signal que travailler chez Convergence était devenu un handicap plutôt qu'un atout professionnel. La réponse de Stéphane à la crise croissante fut peut-être la décision la plus dommageable qu'il aurait pu prendre. Au lieu d'accepter la responsabilité et de travailler discrètement à rétablir la confiance, il a choisi de se battre publiquement. La vidéo est apparue sur le compte Instagram de Convergence, le jeudi matin. Une déclaration de 5 minutes filmée dans le restaurant vide, avec Stéphane debout derrière le comptoir du chef, en blouse blanche immaculée, s'adressant à la caméra avec une colère à peine contenue. Ce qui s'est passé vendredi dernier est le résultat d'une vendetta malveillante, a-t-il déclaré, sa voix s'élevant alors qu'il parlait. Quelqu'un ayant une rancune personnelle contre moi a orchestré toute cette situation. Ce n'était pas une inspection aléatoire, c'était du sabotage, pur et simple. J'ai regardé la vidéo depuis mon ordinateur portable, le café refroidissant, alors que j'assistais à l'effondrement public de Stéphane en temps réel. Il avait l'air hagard, son habituel vernis médiatique remplacé par l'énergie désespérée de quelqu'un regardant l'œuvre de sa vie se désintégrer. Des concurrents jaloux essaient de me saper depuis le premier jour, a-t-il continué, ses mains gesticulant sauvagement. Il ne supporte pas de voir quelqu'un réussir qui est parti de rien, qui a construit quelque chose à partir de rien. Alors il fabrique des scandales, il répand des mensonges, il corrompt les institutions même qui sont censées protéger les honnêtes entrepreneurs. La vidéo fut un désastre de relations publiques aux proportions épiques. Les commentaires ont commencé à affluer immédiatement, allant de la sympathie à la critique acerbe, mais la réaction écrasante fut l'incrédulité face au refus de Stéphane d'assumer la responsabilité des infractions de son restaurant. « Mec, tu as littéralement ignoré les avertissements des fournisseurs », a écrit un commentateur, joignant une capture d'écran des messages divulgués par Carmen. Comment est-ce du sabotage ? Jouer la victime quand tu mets la santé des gens en danger, classe, a ajouté un autre. Les blogueurs culinaires ont décortiqué ces affirmations avec une précision chirurgicale, soulignant que les inspections sanitaires étaient aléatoires et réglementées, et non soumises à des vendettas personnels. Le critique gastronomique du journal local a publié un éditorial cinglant sur la responsabilité dans le secteur de la restauration, utilisant la vidéo de Stéphane comme exemple de la manière de ne pas gérer une crise. Mais le coup de grâce est venu d'une source inattendue. Le fournisseur de caviar européen avec lequel Stéphane travaillait, confronté à un examen minutieux croissant, a publié sa propre déclaration confirmant qu'il avait averti Stéphane à plusieurs reprises des réglementations d'importation et des niveaux de conservateurs. Les archives de mai montraient un schéma où Stéphane ignorait leurs préoccupations et insistait sur des alternatives moins chères qui contournaient les directives de l'ANS. Monsieur Perrin a été informé à plusieurs reprises que certaines méthodes de conservation utilisées dans nos installations européennes ne répondent pas aux normes d'importation françaises, lisait-on dans la déclaration du fournisseur. Nous avons fourni des produits alternatifs conformes, mais il a constamment choisi les options non conformes en raison de leurs coûts inférieurs et de leurs marges bénéficiaires plus élevées. Cette déclaration fut le dernier clou dans le cercueil de la crédibilité de Stéphane. Ces affirmations de sabotage et de vendetta se sont effondrées sous le poids de preuves documentées montrant que ses propres prises de décision avaient conduit aux infractions. Le départ de Grace, quand il est survenu, a été aussi rapide et professionnel que tout ce qu'elle avait fait d'autre. Pas de confrontation dramatique,
pas de déclaration publique. Juste un site web discrètement mis à jour qui ne listait plus « Convergence » parmi les clients de son agence, et un message vocal informant Stéphane que leur contrat avait été résilié. Son absence a laissé un vide que Stéphane semblait incapable de combler. Sans les relations médiatiques et l'expertise en gestion de crise de grâce, il s'est retrouvé à naviguer seul dans le scandale, et chacun de ses mouvements semblait aggraver les choses. Les publications spécialisées ont commencé à publier des articles rétrospectifs sur les « signes avant-coureurs » qu'elles prétendaient avoir remarqués depuis le début. Go et Mio a publié un article intitulé « Quand l'ambition dépasse l'éthique », utilisant la chute de Stéphane comme une mise en garde contre l'expansion rapide et la réduction des coûts dans le secteur de la restauration. Pendant tout ce temps, je suis restée silencieuse. Je n'ai pas publié de messages de célébration sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas accordé d'interview aux journalistes qui m'ont contacté après avoir découvert mon lien avec Stéphane. Je n'ai même pas corrigé les gens qui supposaient que j'étais dévastée par l'effondrement professionnel de mon mari. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la reconstruction de ce que j'avais perdu. Mes anciens clients en design m'ont timidement recontacté, m'accueillant de nouveau avec une chaleur surprenante. Des projets que j'avais abandonnés des années auparavant pour soutenir les rêves de Stéphane m'attendaient toujours, ainsi que de nouvelles opportunités auxquelles je ne m'étais jamais attendu. La carte de Cooper est arrivée un mardi, 2 semaines après le désastre de la grande ouverture. Une simple carte blanche avec l'entête du service d'hygiène, contenant seulement 4 mots de son écriture soignée, faveur rendue. Bien joué. Je l'ai immédiatement encadrée et placée à côté de mon ordinateur portable, où elle me sert de rappel quotidien que l'intégrité discrète accomplit souvent plus que les grands gestes. À côté se trouve mon formulaire de renouvellement de licence professionnelle, fraîchement signé de mon propre nom, non pas en tant qu'épouse de Stéphane ou partenaire commercial, mais en tant qu'Agnès Mathieu, graphiste. Pour la première fois depuis des années, personne n'effacerait mon nom de quoi que ce soit que je créerais. 3 mois après l'arrivée de la carte de Cooper, je réorganisais mon bureau à domicile lorsque j'ai trouvé la vieille photo nichée entre des portfolios de design que je n'avais pas touchés depuis des années. Stéphane et moi, au food truck, tous les deux souriants comme des idiots, couverts de farine et de taches de sauce, brandissant les recettes du jour, 63 € et quelques centimes. Nous avions l'air épuisés et extatiques, et complètement amoureux de la possibilité de ce que nous construisions ensemble. J'ai fixé cette photo pendant longtemps, attendant de ressentir quelque chose. De la tristesse, peut-être? De la nostalgie pour ce que nous avions perdu? Au lieu de cela, je me suis sentie étrangement reconnaissante. Non pas pour la douleur ou la trahison, mais pour la clarté qui avait émergé de l'épave. Stéphane avait dit un jour que je le mettrais dans l'embarras devant ses « vrais invités ». L'ironie ne m'échappait pas maintenant. 4 mois après qu'il ait prononcé ces mots, je me suis torturé avec des questions. Étais-je trop discrète lors des fêtes? Trop simple comparé à la sophistication raffinée de Grace? Trop ordinaire pour le monde, élevé, dans lequel Stéphane essayait d'entrer? Je me tenais devant les miroirs, cataloguant mes défauts, me demandant comment j'étais devenu quelqu'un digne d'être caché. Mais assise dans mon bureau, entouré des preuves de ma vie reconstruite au contrat client, croquis de design, carte de visite avec mon nom imprimé en gras, j'ai enfin compris. Stéphane n'avait pas honte de moi. Il avait honte de lui-même. J'étais un rappel d'où il venait, l'argent emprunté, les pop UPS ratés, les nuits où nous comptions les pièces pour acheter à manger pendant qu'il poursuivait ses rêves. Grace représentait ce qu'il voulait devenir, prospère, connecté, intouchable. Je représentais ce qu'il avait été, en difficulté, incertain, humain. Il a essayé de m'effacer parce qu'il essayait d'effacer sa propre histoire. Convergence a finalement rouvert après un mois de rénovation et ce que l'avocat de Stéphane a appelé par euphémisme des « mises à niveau complète de conformité ». L'avis jaune du service d'hygiène a été retiré, remplacé par un nouveau permis brillant et un système de surveillance installé à la hâte pour les chambres froides. Mais le mal était fait. La première semaine de retour, le restaurant a servi peut-être 20 couverts par soir, un nombre catastrophique pour un endroit qui devait en servir 200 juste pour atteindre le seuil de rentabilité. Les blogueurs culinaires locaux qui s'étaient autrefois disputés les réservations traitaient maintenant Convergence comme un exemple à ne pas suivre, s'ils le mentionnaient du tout. Les critiques, quand elles arrivaient, étaient brutales dans leur politesse. Bien que l'exécution technique montre une amélioration, écrivait le critique gastronomique le plus influent de la ville, il est difficile de goûter autre chose que l'arrière-goût persistant d'un mauvais jugement. Le magazine Lifestyle qui avait prévu un reportage a publié à la place une brève mention dans sa section « Seconde chance »,
l'équivalent pour un restaurant d'être condamné par des éloges timides. Le surnom est resté avec une efficacité dévastatrice, l'endroit qui a empoisonné les influenceurs. Les livreurs de repas plaisantaient sur les combinaisons asthma lorsqu'ils venaient chercher des commandes. Les comédiens locaux ont intégré Convergence dans leurs sketchs. Un podcast culinaire populaire a consacré un épisode entier intitulé Caviargate, étude sur la manière de ne pas lancer un restaurant. Stéphane a tout essayé pour reconstruire sa réputation. Il a engagé une nouvelle agence de relations publiques, moins prestigieuse que celle de Grasse, mais assez affamée pour prendre en charge un client endommagé. Il a offert des dégustations gratuites aux blogueurs culinaires. Il s'est associé à des œuvres de bienfaisance locale, faisant don de repas à des refuges pour sans-abri lors d'opérations photos soigneusement orchestrées. Rien n'a fonctionné. La tentative de changement de marque fut peut-être la décision la plus désespérée. 6 mois après la réouverture, Convergence est discrètement devenu le Phénix, un nom si lourd de symbolisme que les chroniqueurs gastronomiques locaux s'en sont moqués sans pitié. Nouveau menu, nouveau code couleur, tout nouveau, sauf le problème fondamental, personne ne faisait plus confiance à Stéphane Perrin. Pendant tout ce temps, j'ai gardé le silence. Pas de messages vengeurs sur les réseaux sociaux, pas d'interviews fracassantes avec les journalistes qui me contactaient occasionnellement, pas de confrontation dramatique lorsque Stéphane rentrait tard, empestant les chèques et un parfum cher qui ne pouvait masquer son désespoir. L'absence de drame était sa propre forme de victoire. Stéphane semblait s'attendre à ce que je jubile, que je lui renvoie ces mots cruels à la figure, que je revendique le mérite de sa chute. Au lieu de cela, je lui ai donné quelque chose de bien plus troublant, l'indifférence. J'étais poli lorsque nous nous croisions dans le couloir. Je préparais du café pour 2 le matin sans commentaire. Je continuais à partager notre lit tout en construisant une vie qui n'avait rien à voir avec lui. Ce silence était plus dévastateur que n'importe quelle accusation n'aurait pu l'être, car il forçait Stéphane à vivre avec la vérité chaque jour. J'avais aidé à construire tout ce qu'il avait accompli, et en essayant de m'effacer, il s'était effacé lui-même. Mon entreprise de design a prospéré avec une rapidité qui m'a surprise moi-même. Le mot s'est répandu dans la communauté créative qu'Agnès Mathieu était de nouveau disponible, et les projets se sont matérialisés plus vite que je ne pouvais les gérer. Une association locale avait besoin d'une refonte complète de sa marque, un hôtel de charme voulait une signalétique personnalisée, une start-up technologique m'a engagé pour concevoir toute son identité visuelle. Pour la première fois depuis une décennie, je construisais quelque chose qui m'appartenait entièrement. La vraie transformation a commencé lorsque j'ai commencé à organiser de petits rassemblements dans notre salon, des événements axés sur l'art que j'ai appelé « Toiles et conversations ». Le premier était presque accidentel. Sophie, une photographe que j'avais rencontrée grâce à un projet client, avait mentionné se sentir isolée en tant que professionnelle de la création. Sur une impulsion, je l'ai invitée à prendre un verre et à peindre un jeudi soir. Elle a amené son amie Maya, une créatrice de bijoux traversant un divorce difficile. Maya a amené sa voisine Hélène, une écrivaine luttant pour terminer son premier roman. Au 3e jeudi, j'avais 8 femmes entassées autour de ma table de salle à manger, peignant des aquarelles abstraites et partageant des histoires allant de l'hilarant au déchirant. Ce n'étaient pas des événements de réseautage ni des réunions d'affaires. C'était quelque chose de plus précieux, un espace où les femmes pouvaient exister en tant qu'elles-mêmes, pas comme des extensions de leurs emplois, de leurs relations ou de leurs attentes sociales. Nous étions enseignantes, entrepreneurs, mères et artistes, mais pendant 3 heures chaque semaine, nous étions simplement nous-mêmes. Je n'ai pas peint depuis le lycée, a avoué Hélène lors de notre 4e rassemblement, brandissant une toile couverte de traits audacieux de violet et d'or. J'avais oublié à quel point ça fait du bien de créer quelque chose qui n'a pas besoin d'être parfait. C'est le but, ai-je répondu en mélangeant les couleurs sur ma palette. Nous passons tellement de temps à essayer d'être ce que les autres ont besoin que nous soyons. Parfois, nous oublions qui nous sommes quand personne ne regarde. Les rassemblements ont grandi organiquement. Les femmes ont amené des amis, qui ont amené des sœurs, qui ont amené des collègues. Nous sommes passés de ma salle à manger à mon garage, puis à un espace loué dans le quartier des Arts. Ce qui avait commencé comme une impulsion est devenu un petit mouvement, un lieu où la créativité et la communauté se croisaient sans jugement ni compétition. Je n'étais plus l'épouse de Stéphane Perrin, ni même Agnès Perrin, la femme qui avait sacrifié sa carrière pour les rêves de quelqu'un d'autre. J'étais simplement Agnès. Designer, animatrice, amie. Le nom sur mes cartes de visite correspondait au nom sur mes fournitures d'art, et les deux m'appartenaient entièrement. Les papiers du divorce sont arrivés un mardi, livrés par un coursier qui semblait embarrassé d'être là.
Stéphane avait déposé la demande discrètement, espérant probablement éviter toute attention médiatique supplémentaire. Le motif était « différends irréconciliables », ce qui m'a paru ridiculement inadéquat compte tenu de tout ce qui s'était passé. Je les ai signés sans hésitation. La semaine dernière, j'étais au marché des producteurs lorsque j'ai remarqué un vendeur de produits alimentaires de spécialité proposant des dégustations de caviar. Une petite foule s'était rassemblée autour de son stand, goûtant différentes variétés pendant qu'il expliquait les nuances de préparation et d'approvisionnement. Celui-ci provient d'une ferme certifiée durable en Camargue, disait-il en déposant de minuscules perles noires sur des cuillères en nacre. Sans conservateur, sans additifs. Juste la saveur pure. J'ai accepté l'échantillon qu'il m'offrait, laissant le caviar fondre sur ma langue. C'était net, iodé, parfait. Rien à voir avec le produit frelaté qui avait détruit la réputation de Stéphane. En m'éloignant, je me suis surprise à sourire. Certains plats, pensais-je, sont définitivement meilleurs gâchés. Et parfois, la femme la plus discrète de la pièce, celle que tout le monde néglige, celle jugée indigne d'être incluse, c'est elle qui sert le dernier plat. C'est elle qui décide de la fin de l'histoire. Le Phénix a fermé définitivement le mois dernier. Stéphane a déménagé dans une autre ville, cherchant un nouveau départ dans un endroit où son nom ne portait pas le poids du scandale. Je suis resté exactement là où j'appartenais, dans la vie que j'avais construite sur les cendres de celle qu'il avait essayé d'effacer. Si cette histoire de vengeance discrète vous a fait applaudir Agnès, cliquez sur ce bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été lorsque Cooper est entré dans cette salle à manger avec son presse-papier, sachant exactement ce qu'il allait déclencher. Quel a été votre moment préféré? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.